Merci de votre fidélité à Télé-Sud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Paul Ntsapou, qui est président du conseil d'administration de la Ligue des électeurs de la République démocratique du Congo. Il est également secrétaire général de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour, M. Ntsapou. Bonjour. Dans le cadre de vos activités en République démocratique du Congo, vous avez probablement suivi ces élections du 28 dernier. Quelle est votre observation générale sur son déroulement? Parce qu'on se retrouve avec deux présidents qui ont prêté serment. Ça nous rappelle un scénario qui n'a pas été très honorant, celui de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une ivoirisation de la RDC? Oui, tout à fait. Bon, dans une certaine mesure, ce qui s'est passé, à quelques exceptions près, en RDC en termes de processus électoral dans sa phase finale, c'est-à-dire la mise en place de la compilation et de l'annonce des résultats, si vous voulez, c'est comparable un peu à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors, nous craignons qu'avec les agitations qu'il y a actuellement sur terrain, qu'on puisse en arriver à un conflit ouvert. Bon, pour revenir à cette observation, nous notons que comme tant de missions d'observation, si vous voulez, d'observateurs d'élections qui étaient sur place, notamment ceux de l'Union européenne, ceux du Centre Carter, y compris les missions parrainées par les structures de la société civile congolaise, nous notons que ça a été une élection entaché de beaucoup d'irrégularités. Le président lui-même l'a reconnu, oui, il l'a reconnu, sortant. De sorte que ces ratés-là, ces tentatives, si vous voulez, de tricherie et des tricheries avérées, ont eu un impact sérieux sur le résultat que l'on a présenté et que nous détenons, nous, en tant que Congolais, et par rapport aux résultats que la commission électorale a dû publier, qui ne sont pas conformes à la réalité vécue au soir des élections du 28 novembre dernier. Quelle est l'ampleur des fraudes? Est-ce qu'on peut remettre en question le résultat qui a été fourni par la commission électorale nationale indépendante? Oui, on peut le faire, à quelques exceptions près pour nous. Au sortir Parce que là, nous ne parlons que de la présidentielle. Il ne s'agit pas des législatives qui se sont déroulées en même temps. Tout à fait, tout à fait. À ce niveau-là, à ce stade-là, lorsque nous faisons une étude comparative de procès-verbaux que les témoins des partis politiques et les observateurs des élections ont ramené au soir des élections du 28 novembre avec le PV de résultats qui ont été affichés, nous constatons une grande différence, si vous voulez... De quelle ampleur? De l'ampleur pratiquement de 50%. Ah, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Oui. Donc, il y a eu substitution de PV. Et c'est que la commission électorale n'est pas en mesure aujourd'hui de présenter comme preuve, puisqu'on lui demande, bon, messieurs, de la commission électorale dite nationale indépendante, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas publier les résultats bureau de vote, bureau de dépouillement par bureau de dépouillement, ce qui n'est pas le cas. On se réfugie tout simplement derrière des arguties, par exemple, telles que les missions d'observation électorales des niveaux internationaux n'ont pas pu se déterminer sur l'ordre d'arrivée de résultats entre les candidats. Bon, et pourtant, quand vous voyez dans ces rapports des missions d'observation des élections, ils vous disent que les irrégularités sont telles que ces élections perdent leur crédibilité, même au niveau de la compilation. C'était tout dire. Mais est-ce que, sérieusement, on peut dire que ces fraudes-là, ces irrégularités, je ne sais pas comment on doit les qualifier pour être juste dans le ton, mais est-ce que vous pensez que ça profite plus à un candidat qu'à un autre? Mais tout à fait. Nous avons... À qui profite le crime? Tout à fait. Il profite au président sortant, Joseph Kabila, qui a mis en place, comme vous le savez, dans la précipitation, puisque ce processus, on l'a vraiment préparé dans l'espace de 10 mois
puisque le pouvoir en place pensait que Jean-Pierre Mbemba étant là où il est, en prison, à La Haye, à la Cour pénale internationale, et que M. Tshisekedi, malade, on les croyait mourants et qu'il allait rentrer mort au Congo, malade ici en Belgique, ne pouvait pas se refaire surface sur la scène politique. Mais malheureusement, ils ont dû constater que M. Tshisekedi avait recouvré sa santé. Donc pour vous, Etienne Tshisekedi est le président élu de la République démocratique du Congo. La plus grande mission des observateurs nationaux des élections en RDC, parrainée par l'Église catholique, qui a des structures, qui a des membres sur l'ensemble du territoire national, une mission de plus ou moins 30 000 observateurs nationaux. Ils ont des résultats, ils ont un rapport qui montre clairement que M. Tshisekedi a gagné ces élections, même si aujourd'hui il y a encore cette agitation, cette sorte de bras de fer entre l'Église catholique et le pouvoir en place. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'avant d'arriver, c'est la deuxième élection démocratique, disons, qui est tenue en RDC, puisque les premières c'était en 2006 et là nous sommes en 2011, on a la deuxième élection à proprement parler libre du pays. La première avait été organisée par la commission électorale indépendante, qui était à l'époque tenue par l'abbé Malou Malou, tout à fait, qui a été dissoute pour être remplacée par la commission électorale nationale indépendante. Est-ce que vous ne pensez pas que le peu d'expérience de la CENI a également participé du flou qui a encadré l'organisation de ces élections? Mais je dois vous surprendre pour vous dire que la CI, dirigée par l'abbé Malou Malou et qui a présidé aux élections de 2006, ça a été une CI qui a eu la chance d'avoir des moyens et avoir le temps de former ses agents électoraux. Nous-mêmes, moi en personne, j'ai participé à la formation de ces agents-là. Malheureusement, pour les élections de cette fois-ci, du 28 novembre, on n'a pas les acteurs politiques congolais qui sont au pouvoir, n'ont pas tiré la meilleure expérience de ces agents électoraux. Par contre, on a tout simplement... Pourtant, ils avaient été décriés déjà en 2006 au niveau de la commission électorale indépendante. Ils avaient été décriés à un certain stade. Par exemple, au moment où, pratiquement, on a interdit à la population, on avait interdit à la population de manifester son mécontentement par rapport au processus. C'était pratiquement les acteurs internationaux qui n'avaient pas permis à ce que la population puisse exiger que si vous voulez, la vulgarisation de la Constitution qui a été pratiquement imposée. Dites oui, vous les Congolais, acceptez cette Constitution. Sinon, c'est la guerre à l'Est, sinon, c'est la guerre en RDC. Vous savez les rôles qu'ont joué certains acteurs internationaux, pour ne pas citer leur nom, pour la plupart les Belges, dont avec, à l'époque, Louis Michel, etc., qui pratiquement ont imposé un processus aux Congolais par rapport aux manifestations qui devaient s'en suivre. Vous savez, c'est que l'Union européenne avait déployé comme force, etc., et tout ce qu'il y a eu aussi comme guerre, conflit, etc., Bundu dia Congo dans les Bas-Congo, et à Kinshasa, l'armée, si vous voulez, les gardes du corps de Mbemba se sont affrontés à ceux de la garde républicaine, si vous voulez, du chef de l'État actuel. Donc, quelque part, cela avait dénaturé tout le bon travail qui avait été fait par ces agents de la commission électorale dirigée par l'abbé Malou Malou, et beaucoup de pression. Et c'est ça qui a entaché. C'était la tâche négative à cette fête. Mais cette fois-ci, c'est pire. C'est pire vraiment par rapport... Donc vous auriez plaidé pour la reconduction de la commission électorale indépendante? À quelques exceptions près, on pouvait bien améliorer, etc. Mais malheureusement, on a mis en place une commission électorale dite indépendante, mais qui, au fait, était une commission électorale politisée à souhait, avec à la tête le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, proche parent de Joseph Kabila, membre cofondateur du PPRD. Dont il ne fait plus partie. Oui, ça c'est avéré, etc. Mais il n'en fait plus partie. Non, mais jusqu'aujourd'hui. Et je dois vous informer qu'il a participé, même à Lubumbashi, au Katanga, fief de Joseph Kabila, à la mise en place et au fonctionnement d'une commission électorale informelle qui a piloté,
qui a infiltré toutes les stratégies, enfin qui a piloté les stratégies d'infiltration, si vous voulez, les stratégies de doublure de la commission électorale indépendante, d'où toutes ces irrégularités qu'on a dénoncées et qu'on a constatées dans l'utilisation de bulletins de vote précochés, préparés, qui ont été, disons, utilisés dans la substitution des urnes et autres. Mais est-ce que ça n'a pas été une erreur pour le candidat Tshisekedi de contester les résultats en disant simplement « j'ai le peuple avec moi, je n'ai pas besoin de déposer de recours » ? Bon, tout à fait, il le savait. Et pourquoi n'a-t-il pas déposé de recours? Oui. Bon, écoutez, ça, vous allez peut-être lui poser lui-même la question. Non, c'est juste une question. Oui. Mais je pense que la stratégie Tshisekedi, d'après les analystes, a été bonne, dans ce sens qu'il savait très bien que nous sommes en train d'aller dans une élection tripotée à l'avance. Pourquoi? Mais il aurait pu éviter de se présenter, comme en 2006. Avant ces élections-là, nous avons dénoncé les irrégularités, les dysfonctionnements au sein de la commission électorale, etc. La société civile en avait été écartée. Elle a fait son travail pour dénoncer tout cela, mais cela n'avait pas été pris en compte. Mais M. Tshisekedi, qui était absent de la scène pendant presque 3 ans, 4 ans, etc., a voulu jouer à une stratégie de démystification d'un régime que nous, à la FIDH, au regard des violations des droits de l'homme avérées avec des assassinats politiques, Floribert Chebeya et Bazana ont été assassinés par ce régime, etc. Alors, M. Tshisekedi des enquêtes sont menées par rapport à cela, donc on ne peut pas se prononcer actuellement pour dire qui a... Oui. Nous savons qu'il y a un procès bidon qui n'a pas abouti, juste pour se dédouaner avant d'aller aux élections, etc. Mais en réalité, ceux qui ont assassiné, qui ont reçu l'ordre d'assassiner Chebeya et Bazana, cela coule gracieusement à Kinshasa et en province, en République démocratique du Congo. Ça, c'est un autre problème. Oui. Nous pourrons y revenir par rapport au Maintenant, il nous reste juste 30 secondes, mais sur l'activité des combattants qui sont devenus très virulents, ils interdisent les concerts, ils ont récemment agressé le président du Sénat. Quelle lecture vous avez de cette activité des combattants? D'abord, nous condamnons les méthodes fortes, la violence, d'où qu'elles viennent, en tant que défenseurs des droits de l'homme. Mais nous essayons de comprendre que la source, c'est le contexte politique dans lequel les tenants du pouvoir, ces gens qui sont censés, si vous voulez, veiller à la protection des personnes et des biens, sont elles-mêmes, ces autorités sont elles-mêmes la source de toutes ces violences. Aujourd'hui, la réponse est là. Il y a un peuple qui se met debout, qui veut manifester, mais qui est brimé, qui est même assassiné. Et la réponse, c'est un peu cela. Mais nous allons y travailler avec les combattants pour les pousser à recourir à des méthodes pacifiques. Merci beaucoup, M. Paul Sapou. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la Ligue des électeurs de la République démocratique du Congo et vous êtes également secrétaire général de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme. Merci d'être venu chez nous. Merci. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.